Bonjour à tous. Attends un peu. Attends, je te dis quand c'est bon. D'accord. C'est bon. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier Facebook Live de la Fondation Eczéma. Nous allons vous proposer 4 rendez-vous à 18 h, donc aujourd'hui, demain et également lundi et mardi prochain, autour de votre quotidien avec votre eczéma pendant le confinement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eczéma des mains pendant le confinement. Et demain, nous aborderons la gestion des soins pendant cette période. Lundi prochain, on parlera de comment garder le moral pendant le confinement. Et notre dernier live de mardi prochain sera sur le sujet comment gérer les démangeaisons, son sommeil, son alimentation, donc un peu plus le quotidien. Sans plus tarder, je vous présente nos intervenants de ce soir qui répondront à vos questions. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Marc Chavigny, qui est dermatologue à Nantes. Bonjour. Bonsoir. Anne-Marie Tranier, qui est infirmière d'éducation thérapeutique en dermatologie à l'hôpital Larrey à Toulouse. Anne-Marie, vous faites partie, Anne-Marie et Jean-Marc Chavigny, vous faites partie tous les deux d'un groupe de soignants très impliqués dans l'éducation thérapeutique dans l'eczéma qui s'appelle le GET. Et puis, nous avons également Fanny. Fanny, vous êtes une patiente atteinte d'eczéma depuis votre plus jeune âge et vous êtes depuis peu membre de l'Association française de l'eczéma. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Donc, merci à tous les trois d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de vous laisser la parole, on va rappeler quelques petites règles. Donc, vous avez la possibilité, vous qui nous écoutez et qui nous suivez, de laisser vos questions en commentaire sur Facebook pour pouvoir y répondre. L'idée, c'est plutôt de rester très pratico-pratique sur ce qu'on va vous dire ce soir. Et donc, on va éviter tout ce qui est consultation en ligne. Hein, c'est pas le sujet de nos lives. Docteur Chavigny, peut-être une première question pour vous pour lancer ce live. Quels sont les facteurs aggravants de l'eczéma des mains pendant cette période? Alors, ils sont nombreux. Hein, donc, c'est vrai que déjà, la première chose à dire, c'est que globalement, je pense que beaucoup de la population en France a une dermite des mains actuellement parce qu'il y a une augmentation massive du lavage des mains en prévention du Covid. Et évidemment, pour des mains qui sont soit plus fragiles, soit déjà abîmées, comme c'est le cas de beaucoup de patients atteints d'eczéma, ça peut être vite catastrophique. Donc la principale cause d'aggravation, ça va être l'augmentation du lavage des mains. Donc ça, c'est vraiment d'actualité. Et il y en a d'autres. Hein, donc, qu'on peut déjà citer, c'est déjà la perte du cadre. Hein, on sait qu'un traitement, c'est déjà difficile à faire quand on a un quotidien un peu réglé. Donc, quand on met un peu le bazar dans le quotidien, bah, on peut être un peu désorganisé dans ses soins. Il y a un autre facteur extrêmement important qui est un problème de rupture de stock. Hein, donc, soit parce que les gens ont peur de sortir, ont peur d'aller à la pharmacie, et donc, on a vu aussi beaucoup de patients vraiment en rupture de stock. Et il y a évidemment un autre facteur qui est celui de l'anxiété générée par cette situation, hein, qui peut entraîner aussi une aggravation de l'eczéma sur l'ensemble du corps et donc sur les mains, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, moi, en tant que patiente qui est directement concernée, même si mon état est stable depuis plusieurs années, je constate que les gestes barrières qu'on me demande d'appliquer ne sont pas du tout en accord avec les traitements que je suis censée observer. Effectivement, les plaies sur les mains, etc., réapparaissent parce que le lavage intensif des mains dessèche la peau. Alors du coup, peut-être vous avez quelques conseils à donner sur comment rendre compatibles les soins nécessaires à la peau atopique et les gestes barrières qu'on nous demande d'appliquer par rapport à ce virus. Donc ça, c'est extrêmement important. Hein. Donc, on va vraiment différencier deux choses. C'est la prévention du virus et puis les autres raisons de se laver les mains. Hein, parce que, par exemple, quand on est confiné chez soi, il n'y a plus tellement de protection contre le virus à avoir. Donc, il va y avoir vraiment deux situations bien différentes. Donc, vous avez toutes et tous entendu les consignes hein, pour se protéger du virus au niveau des mains, hein, qui sont les lavages fréquents avec de l'eau chaude et du savon, et l'utilisation des gels hydroalcooliques.
Alors déjà, il faut vraiment prendre conscience d'une chose qui est absolument pas évidente, hein, parce que les atopiques qui utilisent du gel hydroalcoolique disent le plus souvent, mais c'est ce machin-là qui me tue les mains parce que ça peut faire des douleurs abominables. Il suffit d'avoir une petite coupure. Moi, en tant que soignant, je peux avoir une petite coupure. Moi, je m'en mets 50 à 100 fois par jour. Je vois très bien ce que ça fait de mettre du gel hydroalcoolique sur une coupure. Et donc, on comprend bien que ça fait une douleur qui pourrait faire croire que les gels hydroalcooliques sont à l'origine de l'eczéma. Or, ce n'est pas du tout le problème. Ce qui va engendrer l'eczéma, c'est l'eau et le savon. Et plus l'eau est chaude, plus ça va entraîner d'eczéma. Et plus le savon est décapant, plus ça va entraîner d'eczéma. Et donc, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, privilégier les gels hydroalcooliques au savon. Là, c'est vraiment la première étape. Oui, alors déjà, pour rappeler quelques bases de comment fonctionne la peau atopique, la dermatite atopique, c'est une inflammation de la peau. Enfin, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, parce que moi, je suis pas je suis une experte de mon expérience, mais c'est tout. Et c'est une inflammation de la peau, une altération de la barrière cutanée qui est du coup est facilement inflammatoire au contact de différents facteurs. Mais il n'y a pas une cause principale à l'eczéma, donc il faut cesser quand on est patient de chercher la cause unique qui fera que quand on l'enlèvera, notre eczéma partira. C'est un tout. Et là, dans ce contexte de virus et de confinement, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que le lavage des mains va être un facteur aggravant. Mais ce n'est pas forcément la cause. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, et c'est même un peu le nerf de la guerre actuellement, l'eczéma, il y a une cause qui est génétique, c'est-à-dire que la peau ne fabrique pas un élément qui est indispensable au bon fonctionnement de la peau. Donc ça, il y a un problème génétique et on n'est pas responsable de la couleur de ses yeux ou le fait d'avoir un diabète génétique. Donc c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais après, c'est une maladie qui va être extrêmement liée au mode de vie. C'est-à-dire que la façon dont on vit, avec le stress, l'alimentation, l'air qu'on respire, l'eau avec laquelle on se lave, tout ça va être comme un variateur de lumière sur la maladie. Hein, donc évidemment que ce sentiment de culpabilité il est extrêmement fréquent et diffus dans la population atteinte d'eczéma, et c'est un sentiment qui est très injuste puisque on ne choisit pas la génétique qu'on a, et ni nos parents d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Donc c'est pas là-dessus qu'on va se battre. Par contre, l'anomalie génétique, elle concerne quelque chose qui a vraiment un gros rapport avec le virus, puisque c'est une fragilité extrême du film de gras qui protège la peau. Or, c'est ça qu'on veut détruire chez le virus. Donc, globalement, si on tue le virus, eh ben, on détruit aussi la partie qui est déjà extrêmement fragilisée chez les patients atopiques. Donc, c'est tout de suite un facteur d'aggravation notable, voire énorme. Et donc, globalement, il faut bien comprendre que, et ça, je pense que c'est bien passé à la télé, c'est-à-dire que les gels hydroalcooliques ou solutions hydroalcooliques, c'est anti-microbes. Par contre, l'eau et le savon, ça dissout l'enveloppe de gras du virus. Et donc, c'est deux mécanismes différents. Donc, on comprend bien que si on dissout l'enveloppe de gras du virus, on dissout aussi l'enveloppe de gras qui est extrêmement fragilisée de la peau atopique, et donc on va engendrer de l'eczéma, alors qu'avec les gels hydroalcooliques, on ne va pas créer on ne va pas dissoudre ce gras qui est déjà abîmé. Donc, il faut d'emblée privilégier cette solution-là. Par contre, et on va... Alors, je vais peut-être résumer. Déjà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et qu'on n'a pas encore vu. On est en live sur la page de la Fondation Eczéma. On est réunis aujourd'hui pour parler d'eczéma et de confinement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment l'eczéma des mains et le Covid-19 et comment concilier les besoins de la peau atopique et les gestes barrières nécessaires pour se protéger de ce virus. Donc vous, Jean-Marc, vous êtes dermatologue, et avec nous, on a Anne-Marie Tranier qui est infirmière spécialisée en éducation thérapeutique à l'hôpital Larrey
à Toulouse. Et moi, je suis patiente. Je souffre depuis ma naissance d'eczéma atopique et je suis partenaire de la Fondation sur différentes actions. Donc, si je résume un peu ce que vous venez de dire, Jean-Marc, c'est que pour se protéger aujourd'hui du virus, avec une peau atopique, il vaut mieux favoriser l'utilisation de gel hydroalcoolique ou de solutions hydroalcooliques. Et parce que se laver les mains, comme c'est demandé, c'est-à-dire avec de l'eau chaude et du savon, ça dissout la couche de gras qui déjà est défaillante chez les peaux atopiques et du coup, ça favorise l'explosion de l'inflammation sur les mains. Mais moi, je me fais l'avocat du diable dans la peau du patient. Utiliser du gel hydroalcoolique quand les mains sont déjà altérées, c'est une torture. Donc, du coup, il faut favoriser? Je suppose qu'il faut favoriser d'abord le soin, c'est-à-dire essayer de calmer l'inflammation des mains avant de pouvoir avoir une utilisation normale, comme la population normale de ces gels hydroalcooliques. Complètement. Et donc, il va falloir, je dirais, mettre ses mains en état de pouvoir utiliser ces solutions ou ces gels hydroalcooliques. Donc déjà, ça va être de se laver les mains que quand c'est nécessaire. Hein. Donc on comprend bien que quand on va faire les courses, c'est important. Par contre, chez soi, si on reste toute la journée parce qu'on est en télétravail ou confiné, eh ben, on va essayer d'éviter de se laver les mains et de se laver les mains avec des produits qui ne décapent pas, c'est-à-dire des huiles nettoyantes, des syndets ou des pains dermatologiques, c'est-à-dire c'est des produits qui ne contiennent pas la molécule de savon qui dissout le gras, hein, et de l'eau moins chaude et le plus court possible en rinçant bien et en séchant bien, en tamponnant sans frotter. Déjà, ce lavage-là, on va essayer de diminuer la fréquence et de le faire comme ça. Donc déjà, on aura un facteur d'aggravation qui va être diminué à domicile. D'accord. Et la deuxième étape qui est primordiale, c'est d'essayer d'augmenter le soin pour essayer de boucher les fissures, hein, et essayer d'avoir des mains en état de marche, sans fissures, sans coupures, qui rendent l'utilisation des gels hydroalcooliques extrêmement compliquée, voire impossible. Là, peut-être que Anne-Marie peut vous expliquer en pratique ces soins-là sur des mains abîmées. Alors, ce qu'on propose ici à l'hôpital Larrey, c'est des bains que l'on peut faire avec une eau tiède et avec également du glycérolé d'amidon. Donc, le but, c'est de se laver les mains, de faire ce bain pendant 20 minutes et de ne pas rincer. Donc, déjà, voilà, il y a une souplesse au niveau des mains qui va se voir. Et ensuite, on peut faire un wet wrap qui est un emballage humide au niveau des mains, où on met en couche épaisse une crème hydratante adaptée qui est sans parfum pour éviter tout risque d'allergie. Et on met un filet tubulaire par-dessus qui est humidifié mais sans être trop humide. Et par-dessus, on met un filet qui est sec. Et ceci, on le garde 24 heures. Ça permet, pendant 24 heures, on peut toutes les 4 à 6 heures, baisser le filet qui est sec et humidifier avec une eau thermale ou une eau autre avec un pulvérisateur pour faire un petit peu cet effet cooling qui soulage en fait. Voilà. L'effet du froid. Voilà. Et Anne-Marie, parce que nous, clairement, à la maison, on n'a pas du tout ce qu'il faut, hein, on n'a pas de filet, on n'a rien. Alors, système D pour essayer de faire ça à la maison, est-ce que tu as... Alors, les filets tubulaires se trouvent très facilement en pharmacie. Ils peuvent être prescrits. Les deux plus petites tailles, qui sont les filets avec la ligne rouge et verte, ne sont pas remboursés, mais les autres, oui. Donc, on peut très bien aller en pharmacie, trouver ces filets tubulaires qui sont des filets de coton qui peuvent être lavés 5 fois et qui permettent voilà, de pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Voilà. C'est l'idéal parce que c'est non irritant et c'est très facile à mettre en fonction de sa main, de son poignet. On choisit la taille qu'il convient. On peut même faire des trous pour faire des mitaines avec un ciseau. Tout est modulable et facile à réaliser. Ok. Et si j'ai bien compris, c'est crème hydratante et de l'eau.
pour Voilà. à la fois l'effet du froid qui va calmer les démangeaisons et qui va permettre peut-être à l'hydratation de rentrer plus profondément dans l'épiderme. Voilà, tout à fait. Tout principe d'occlusion, si on veut, ça multiplie l'hydratation, hein, parce que ça va au plus profond des couches au niveau de l'épiderme. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et l'effet Colling aussi comment dirais-je, ça facilite vraiment de retrouver ce côté souple au niveau de l'état cutané. Alors, on a une question de Alexandra qui demande s'il y a une sorte de gel à privilégier, si on a une marque à recommander en parlant des gels hydroalcooliques. Alors, juste pour compléter Anne-Marie, donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour la réparation des mains, hein, il est clair que s'il y a de l'inflammation, donc des rougeurs, des démangeaisons, on va moduler en mélangeant la crème hydratante avec une crème à la cortisone. Hein, oui, alors peut-être pour bien comprendre ça, le principe de l'inflammation, c'est que cette barrière de la peau qui est altérée laisse entrer des allergènes ou même ça peut être un facteur aggravant quelconque comme le lavage excessif des mains, etc. Donc une fois que l'inflammation est là, c'est comme s'il y avait le feu sous l'épiderme et donc l'idée c'est d'abord d'éteindre ce feu. Et à l'heure actuelle, les seuls anti-inflammatoires locaux existants pour éteindre ce feu sous l'épiderme, c'est les dermocorticoïdes. Alors peut-être on peut dire un mot sur l'utilisation de ces dermocorticoïdes et peut-être répondre à la question d'Alexandra sur la marque, la sorte de gel à utiliser. Alors pour les dermocorticoïdes, je crois qu'on en reparlera dans le deuxième Facebook Live sur le traitement, mais globalement la métaphore est bonne, c'est-à-dire qu'on utilise les corticoïdes en crème comme l'eau sur l'incendie, c'est-à-dire que dès qu'il y a du feu, on met de l'eau et jusqu'à ce que ce soit complètement éteint. De la même façon, on va éteindre l'inflammation de la peau avec la crème à la cortisone. Et donc ça s'utilise vraiment tant que la peau est abîmée, rouge et qu'elle gratte. Et il faut bien comprendre qu'une crème cicatrisante ou hydratante n'a pas d'action anti-inflammatoire, donc ne pourra pas casser ce processus-là. Et donc, on va également, comme un variateur, adapter la puissance de la crème à la cortisone à la puissance de l'inflammation. Hein. Et c'est vrai qu'actuellement, les mains des patients avec de l'eczéma qu'on voit passer en consultation sont très abîmées, avec beaucoup de fissures qui nécessitent une réparation, mais aussi beaucoup d'inflammation qui nécessitent des crèmes anti-inflammatoires. Donc ça, c'est important, on reviendra là-dessus, mais c'est important d'avoir déjà ça en tête. Concernant la question sur les gels hydroalcooliques, donc est-ce qu'il faut privilégier une sorte de gel hydroalcoolique? La réponse est oui, parce que comme tout, et surtout maintenant, vous comprenez bien qu'il y a une forte histoire de business, hein, et que vous trouvez de tout et n'importe quoi. On a des gels hydroalcooliques qui sont pas validés, il y en a beaucoup qui sont parfumés. Hein, vous trouvez dans les supermarchés des gels hydroalcooliques avec des goûts et des odeurs envoyés. Improbable. Donc c'est sûr qu'on va essayer de privilégier les gels hydroalcooliques qui sont non parfumés, neutres, ce qui n'est pas forcément simple parce que les marques, je dirais, habituelles sont maintenant réservées pour les soignants. Hein, mais on peut néanmoins demander conseil à son pharmacien, notamment pour être orienté sur tel ou tel gel. Alors, à l'heure actuelle, concrètement, moi, dans ma pharmacie, il n'y a plus de gel hydroalcoolique depuis très longtemps. L'alternative, c'est des solutions hydroalcooliques que peuvent préparer les pharmaciens et qu'ils délivrent dans des tubes de plus ou moins grande ampleur. Alors, on peut se poser la question de la quantité à utiliser parce qu'on ne sait jamais vraiment combien il faut en mettre. Et moi, c'est vrai que comme c'est quelque chose de douloureux pour moi, je vais en général en mettre très peu. Est-ce que ça suffit à me protéger du virus ou pas? Et ensuite, en l'absence de cet éventuel gel à disponibilité chez moi ou sur mon lieu de travail ou ailleurs, est-ce que j'ai d'autres alternatives? Je pense notamment au port des gants, sachant que le port de gants est absolument insupportable aussi quand les mains sont abîmées. Donc la quantité, normalement, c'est une pulvérisation de n'importe quel savon moussant du commerce. On voit à peu près le volume
ça fait un gros petit pois, une petite noisette. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où l'ensemble de la peau a été badigeonné de solution ou de gel hydroalcoolique, il n'y a plus un microbe qui est vivant. Alors, l'idée, c'est vraiment de bien s'occuper de son pouce, de ses doigts, du dessus et du dessous. C'est-à-dire qu'on ne frotte pas les paumes comme ça. Donc, beaucoup d'adultes ont compris ça. Si jamais les écoles rouvrent et qu'on les utilise pour les enfants, il y a un petit peu de pédagogie à faire, puisque ce n'est pas un geste qui se fait comme ça, il y a quand même une technique. Hein. Alors après, c'est sûr que quand vous avez des choses qui sont fabriquées par le pharmacien, ce ne sera pas forcément avec un pouce-mousse. Donc les quantités, il faut vraiment se baser sur voilà, une petite noisette et un gros petit pois, on ne se trompe pas trop. Ok. Et donc, si... C'est quand même le savon. Une eau tiède chaude avec un Syndest, avec un savon très doux, est efficace contre le Covid. Donc ça, c'est une alternative. On peut aussi dire se le faire suivre avec soi. Moi, je sais que je lave ma peau et mes mains en temps normal avec une huile lavante. Et du coup, je garde un petit échantillon de voyage dans mon sac à main pour ne jamais utiliser le savon qui sont dans les toilettes publiques ou sur mon lieu de travail, etc. Et de toujours laver mes mains avec le produit qui est supportable pour moi. Et alors, quand on sort à l'extérieur, est-ce qu'on peut imaginer porter des gants qui ne soient pas inconfortables pour la peau? Je sais que le contact direct avec le latex ou le vinyle, ça va faire transpirer, ça va réveiller la démangeaison. Alors, est-ce que là-dessus, vous avez des astuces à proposer? Oui, alors c'est pas simple. Le port des gants, quand on a de l'eczéma des mains, il y a 3 situations. Hein. La première situation, c'est l'utilisation des gants en plastique, quoi, c'est-à-dire soit vinyle, soit latex pour ceux qui ne sont pas allergiques. Ça, c'est pour des utilisations vraiment très ponctuelles, c'est-à-dire quelque chose qui dure 2 minutes, 30 secondes. Et donc ça, on va pouvoir les enfiler, faire quelque chose et puis les enlever, et ça va bien se passer. À partir du moment où c'est une utilisation qui est plus longue, c'est-à-dire allez, 8 minutes, 10 minutes maximum, il va falloir mettre du coton. Une heure de course. Alors ça, c'est 2 heures. la troisième solution. Donc là, on va mettre des gants en coton par-dessous et des gants en vinyle, donc évidemment une taille plus grande, par-dessus. Hein. Et donc ça va éviter de macérer pendant 3 heures dans les gants. Mais ça, c'est pour des utilisations encore courtes. Si vous passez 1 heure, il faut juste changer 5 voire 6 fois les gants en coton parce qu'ils vont être trempés de sueur. Et à partir du moment où on baigne dans sa sueur, on est assez vite plus néfaste que bénéfique. Hein. Et donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, pour faire des courses, on va les mettre vraiment au dernier moment et quand on sort de sa voiture ou de son vélo, et juste pour faire les courses, avec des gants en coton si ça dure un quart d'heure, et si ça dure 3 quarts d'heure, il faut prévoir 3 paires de gants en coton. Alors ça peut s'acheter par paquet de 10 sur Internet, hein, le gant coton, des trucs comme ça. Nous, on les trouve à 2 € la paire lavable. Hein, donc ça, c'est quand même des bons outils, hein, en espérant que les prix n'explosent pas comme les gels hydroalcooliques. Mais c'est vraiment un outil intéressant. On peut les trouver en pharmacie aussi, me semble, hein, ou les commander en tout cas via la pharmacie. Ils seront certainement moins pris d'assaut que les gants jetables et accessoirement, ils sont moins néfastes pour la planète. Oui. On a une question de Virginie qui demande est-ce que l'argent colloïdal peut aider à soulager? Alors, l'argent colloïdal, sa principale propriété, c'est d'être antibactérienne. Hein, et donc, ça a une action, puisqu'on sait, ça a été démontré, que plus la peau est abîmée, plus elle est porteuse de bactéries. Donc là, on ne parle plus de virus, on parle de bactéries. Et donc, l'argent colloïdal va diminuer cette quantité de bactéries. Et on sait qu'il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire plus il y a de bactéries, plus ça active l'eczéma. Et plus il y a d'eczéma, plus il y a de bactéries. Donc oui, ça a une petite action. Mais il faut bien comprendre que même avec le meilleur argent colloïdal du monde, si on se lave les mains 30 fois par jour avec du savon de Marseille, ça ne se passera pas bien. C'est un petit outil. D'accord. Et après, il faut peut-être différencier aussi.
il faut être sûr d'être bien diagnostiqué au niveau de son problème de peau parce qu'il y a des eczémas qu'on appelle de contact et des eczémas qui sont liés vraiment à un terrain atopique, c'est-à-dire cette fameuse défaillance génétique dont on parlait tout à l'heure. Peut-être, Anne-Marie, toi qui es spécialisée un peu là-dedans, tu peux expliquer la différence entre cet eczéma de contact des mains qui est lié à l'utilisation de quelque chose à un instant T et l'eczéma des mains lié à la dermatite atopique. Alors, l'eczéma de contact, effectivement, ici, en allant au service de dermatologie, ben, il y a des bilans qui sont faits pour voir justement quels agents sont allergisants. Et donc, effectivement, du moment où c'est identifié, ce qui n'est pas aussi une mince affaire, ça permet ensuite de faire une éviction. Et quand on fait l'éviction, normalement, on n'a plus d'eczéma de contact. C'est le principe. Très bien. Donc, effectivement, ça peut être bien. Alors, moi, là, je trouve la bonne nouvelle dans ce confinement, c'est que les dermatos deviennent accessibles. Pour tous les patients qui se plaignent de leur inaccessibilité, sachez qu'à l'heure actuelle, bon, ils travaillent tous en téléconsultation ou sur leur lieu de travail, mais ils restent accessibles. Donc, si vous êtes dans une période de crise inflammatoire vraiment importante, c'est très important, je pense, de casser le cercle du vicieux et d'aller voir un professionnel pour trouver de l'aide. Donc, Jean-Marc, peut-être vous pouvez expliquer comment vous êtes joignable, enfin, pas vous personnellement, mais les dermatos d'une manière générale. Et voilà, et que les consultations ne s'arrêtent pas. C'est pas parce qu'il y a cette priorité sanitaire que tout s'arrête. Alors ça, oui, de manière générale, les médecins et beaucoup de soignants sont très inquiets parce que avec le plan blanc national, il y a eu un arrêt des soins normaux qui a vraiment basculé dans l'excès. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des vraies maladies, qui avaient vraiment besoin d'être vus, qui n'ont pas été vus. Hein. Et depuis peu, on voit arriver des gens. Alors moi, j'en ai vu avec des eczémas catastrophiques que je suivais depuis longtemps et qui allaient bien et qui ont vraiment leur maladie a complètement décompensé pour toutes les raisons qu'on a évoquées et qui n'osaient pas sortir de chez eux parce qu'ils avaient peur du Covid, certains parce que justement pensaient ne pas pouvoir accéder à leur médecin habituel ou à un spécialiste. Donc là, il faut bien comprendre que la plupart des dermatos restent joignables. Hein. Donc on a développé, alors vraiment dans la panique et dans l'urgence, parce qu'on était quasi aucun dermato faisait de la téléconsultation ou très très peu avant cet épisode-là. Donc maintenant, beaucoup de dermatos font de la téléconsultation. Donc on peut déjà régler un certain nombre de choses comme ça. On peut envoyer des ordonnances en téléconsultation. Et évidemment, on peut aussi voir les gens en présentiel, donc en consultation normale, si on estime que la téléconsultation est insuffisante. Donc oui, il faut garder ce message-là, il est important, c'est-à-dire que les soins normaux ne se sont pas, les autres maladies n'ont pas disparu de la surface de la Terre avec le Covid. Oui, et je pense aussi que comme dans toutes les maladies chroniques, il est important de rappeler qu'on n'arrête pas son traitement parce qu'il y a cette crise sanitaire. Alors on entend tout et n'importe quoi. On entend notamment que la cortisone pourrait être un facteur favorisant du Covid, etc. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui. Moi aussi. C'est un message extrêmement important. Donc, ce qui est mauvais pour un microbe, c'est de diminuer les défenses de l'organisme. Hein. Donc, on diminue les défenses de l'organisme en avalant un médicament ou en ayant ce médicament en piqûre qui va descendre l'ensemble des défenses immunitaires. Donc tout ce qui est traitement local, que ce soit les inhalateurs pour l'asthme, les chip-sheets pour le nez ou la crème à la cortisone, mais sauf si vous utilisez 4 tubes par jour, ce qui est rarement des prescriptions normales, c'est absolument impossible c'est impossible de faire descendre les défenses immunitaires. Pour donner un exemple, quand on prend de la cortisone en comprimé
pour une crise d'asthme, pour une sinusite, vous prenez 40 mg de Soluprède ou de Cortencil, vous faites ça une semaine pour une grosse crise d'asthme ou une sinusite, c'est l'équivalent de 20 tubes de bêta-méthasone en une semaine. Et donc, moi, je ne connais pas de patients avec de l'eczéma qui utilisent cette quantité-là. Donc, en utilisant 1 ou 2 tubes par mois, vous n'avez absolument aucune diminution des défenses immunitaires. C'est même pire, en fait, puisque si vous n'utilisez plus, et ça, c'est valable même pour la rhinite allergique, le rhume des foins, pour l'asthme ou pour l'eczéma, si vous arrêtez votre anti-inflammatoire local, globalement, vous allez aller moins bien. Vous allez moins bien dormir, vous allez être plus fatigué, donc vos défenses immunitaires vont baisser. Et donc, on a un effet vraiment inverse à celui recherché en faisant ce genre d'arrêt. Donc, c'est le thème de notre live de demain à 18h, à la même heure. C'est vraiment ça, la continuité des soins. Donc, clairement, on n'arrête pas de se soigner. S'il y a une grosse inflammation des mains, on traite. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent que d'abord, on va essayer de calmer l'inflammation avec les dermocorticoïdes. Et Anne-Marie, qui n'est plus parmi nous parce qu'elle a des petits problèmes de connexion, a donné l'astuce qu'ils utilisent à l'hôpital de faire de l'enrobage des mains, ça s'appelle le wet wrapping, si je ne me trompe pas. Donc, de mettre de la crème hydratante avec un linge mouillé et un filet par-dessus pour que la peau soit extrêmement réhydratée. Voilà. Et ensuite, on parlait de la lutte contre le Covid. Pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle que idéalement, il faudrait favoriser l'utilisation de gel hydroalcoolique ou de solutions hydroalcooliques, puisque le gel commence à être difficile à trouver, mais les pharmaciens fabriquent des solutions hydroalcooliques. Donc ça, c'est trouvable en pharmacie. Il faudrait favoriser ça. Si votre peau porte moins de plaies, c'est très utile. Moi, une astuce qui m'a été donnée, qui marche très bien, quand on a des entailles près des ongles, des entailles qui sont un peu récalcitrantes, même sur le dessus des doigts, etc. Moi, j'utilise un stick à lèvres. Alors, pareil, un stick à lèvres neutre, sans parfum, etc. Mais ça permet, en fait, je le mets en grosse quantité sur la fissure et ça permet de refermer plus vite, de cicatriser plus vite la fissure ou la plaie. C'est quelque chose que vous suggérez à vos patients, Jean-Marc? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de labos pharmaceutiques qui ont sorti leur crème cicatrisante en stick ou en pot, et donc il en existe vraiment plusieurs qui sont très 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 bien et souvent pratiques à utiliser parce qu'on met ça dans le sac et on utilise ça comme un baume à lèvres sur les fissures. Et c'est sûr qu'il faut un peu penser quand il fait très froid l'hiver et qu'on a les lèvres gercées, si vous mettez votre stick à lèvres 20 fois par jour, vous allez cicatriser très vite. C'est pareil pour les mains, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut répéter plein de fois. Alors le petit truc, c'est que les crèmes hydratantes et les crèmes cicatrisantes influent sur l'efficacité des gels hydroalcooliques. Donc ça, c'est un petit piège. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on ne met pas de crème cicatrisante ou de crème hydratante sur ses mains si on sait qu'on va avoir besoin de mettre du gel hydroalcoolique juste derrière. Et alors, est-ce qu'on peut hydrater la peau après l'utilisation du gel hydroalcoolique? Exactement. Dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, on a une question de Mathieu qui nous dit qu'il est enseignant et atteint d'une dermatite atopique sévère. Il est fort probable qu'il reprenne le travail prochainement en présentiel. Et lui, il était traité avec Tacrosème. Alors, peut-être vous pouvez expliquer ce que c'est que cette famille de médicaments. Et voilà, je suppose qu'il se pose des questions sur la diminution de son immunité. Voilà. Alors le Tacrosème, c'est le Tacrolimus. Il y a deux marques. Il y a Protopic, Tacrosème, c'est la même chose. Donc on est exactement sur la même problématique que la cortisone, c'est-à-dire qu'à part si on avale le tube, il n'y a aucune diminution du système immunitaire. Donc Mathieu, n'avalez pas votre médicament, vous le mettez sur la peau. Et donc là, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Donc de la même façon, on ne l'utilise pas juste avant le gel hydroalcoolique, mais en général, le Tacrosème, c'est quelque chose qu'on va mettre à distance du travail parce que c'est très gras. Donc c'est quelque chose qu'on n'arrête pas.
hein. Et l'utilisation de ce produit-là est principalement un anti-récidive. Hein, Ok. c'est sûr que si on le met sur une peau très abîmée, en général, ça brûle. Donc, on va plutôt privilégier les crèmes à la cortisone pour enlever l'eczéma. Hein, et c'est sur les zones où l'eczéma revient tout le temps qu'on va utiliser ce produit-là en prévention. Et ça marche très bien. Ok. Alors après, je pense aussi à ceux dont certains nous écoutent, je pense aujourd'hui, qui sont aussi traités avec des biomédicaments injectables, ces nouvelles familles de médicaments qui luttent contre la dermatite atopique. Alors peut-être vous pouvez dire un mot sur ces médicaments-là et expliquer aussi s'il vaut mieux suspendre pour l'instant ou continuer. Je ne sais pas si tu Alors as la là, réponse. c'est compliqué, hein, c'est une vraie problématique. Donc là, il y a eu des consignes, hein, qui ont été un peu diffusées. C'est-à-dire que si le traitement vient d'être instauré, c'est-à-dire que si ça fait 15 jours que vous utilisez du méthotrexate ou du Néoral, on a conseillé aux gens de l'arrêter. Par contre, si c'est un traitement qu'on utilise depuis longtemps, il ne faut pas l'arrêter. Et je crois que c'est vraiment le message à retenir, c'est qu'il faut discuter avec le médecin qui vous l'a prescrit. Alors pourquoi c'est important? Parce que oui, le médicament peut baisser l'immunité, mais il faut bien retenir aussi que aller mal, ça baisse l'immunité. Et donc c'est un bénéfice-risque qu'il faut évaluer patient par patient. Un eczéma complètement généralisé qui ne dort pas du tout, qui a une douleur à 9 sur 10, il est très probable qu'il faille lui proposer un traitement pour le remettre en état de marche et finalement son immunité sera meilleure comme ça qu'avec un état général au fond du puits. Donc, on le répète, hein, si à l'heure actuelle, que ce soit dû au confinement ou non, votre peau va mal, les dermatologues sont joignables. Il y a beaucoup de consultes en présentiel et d'autres en téléconsultation. N'arrêtez pas vos traitements et faites-vous suivre. Il ne faut pas s'enfoncer dans un cercle vicieux où on laisse s'installer la crise parce que justement, ça fait baisser éventuellement votre immunité. Mieux vaut une peau traitée et bien prise en charge. Ça vous permettra d'être plus résistant, entre guillemets, au virus. Alors, moi, je pense faire partie de la population fragilisée parce que, ayant un terrain atopique, on n'a pas que l'eczéma, que la dermatite atopique qui se manifeste souvent. Il y a aussi d'autres manifestations de ce terrain atopique. Il y a les conjonctivites allergiques, les rhinites allergiques. Voilà, il y a un tas de choses qui se manifestent. Alors du coup, moi, ce que je constate, c'est que je passe ma vie à me toucher le visage, les yeux qui pleurent, etc. Alors, moi, je me demande comment je vais faire. Là, tant que je suis chez moi, tout va bien. Quand je sors quelques heures, tout va bien. Mais je me demande vraiment, quand je vais reprendre le travail en présentiel, comment je vais faire pour lutter contre mes réflexes de porter les mains au visage en permanence. Moi, je pense sincèrement que dans un premier temps, je vais porter des gants parce que la présence du gant va me rappeler que je ne dois pas mettre les mains sur le visage. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, Jean-Marc? Imagine pour un enfant de 8 ans. Ah ben non, j'en ai un à la maison, je n'imagine pas du tout. Mais avec plaisir, Mathieu, pour la réponse à votre question. Ouais, c'est une vraie difficulté. Alors, le plus important, c'est de diminuer les symptômes, c'est-à-dire que on se grattera moins le nez si la rhinite allergique est correctement traitée ou la conjonctivite correctement traitée que si elle est pas équilibrée, où là, c'est juste de toute façon impossible de ne pas se gratter les yeux, le nez ou la peau si c'est déséquilibré. Donc, je crois que le message phare, c'est d'avoir un traitement optimisé. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Et après, les mesures barrières, de toute façon, elles vont être compliquées pour tout le monde. Et à part les soignants qui ont l'habitude justement de gérer des gants, des masques, c'est quand même un geste très nouveau. Et donc, c'est vrai que de porter des gants, ça peut limiter un peu le contact. Ça peut être aussi la visière, hein, dans certains travails. Avoir une visière, bah, ça évite aussi, c'est utile pour les postillons, mais c'est aussi utile pour ne pas aller se mettre les doigts dans le nez ou sur les yeux ou sur la bouche. Hein, en sachant que la visière ne dispense dans aucun cas du masque.
Et oui. Alors, justement, ça fait une très bonne transition pour parler du masque. Anne-Marie, ravie que tu aies pu nous rejoindre. Ah oui, Ça va? je suis revenue. Oui, parfait. Bravo. On t'avait perdu dans les méandres de l'hôpital. Ah ben oui. Alors, peut-être on peut parler de cette question du masque, hein. C'est pareil, moi j'ai quelques patients des amis, des connaissances autour de moi qui redoutent le port de ce masque. Déjà quand ils ont de l'eczéma sur le visage, parce que cet enfermement, la chaleur de la respiration, etc., ça fait un peu macérer la peau. Puis il y a aussi le port de l'élastique derrière l'oreille. Et puis tout simplement quand on n'a pas de masque, quoi, comment on va faire dans un premier temps quand le déconfinement va arriver? Alors, est-ce que vous avez des choses à partager là-dessus? Déjà, je pense qu'il faut attendre un peu de voir comment ça va se passer parce que c'est un peu flou pour les gens enfin, qui ne sont pas hospitaliers. Nous, on a des masques, donc on s'y accommode de les porter. Effectivement, ça tient chaud, ça peut faire mal aux oreilles. Ça fait de la buée aussi au niveau des lunettes. Donc, on s'habitue nous aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de les porter aussi souvent. Cependant, quand on est seul quelque part, bon, mais on enlève le masque. Donc, c'est uniquement quand on est en relation avec d'autres personnes, donc c'est pas toute la journée. Pour éviter qu'il y ait de la buée, il faut vraiment monter le masque sous les lunettes et bien le positionner Pas des yeux. au ras des yeux. Et il faut bien le positionner pour que ça prenne vraiment tout ce qui est le nez, la bouche et le menton. Et ensuite, l'élastique, bon, c'est un peu compliqué puisqu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Moi, je n'ai pas de solution par rapport à l'élastique, hein. Alors, donc, l'élastique, en fait, il suffit de mettre une épingle à nourrice qui regroupe les deux côtés, puis paf, ça appuie plus derrière les oreilles. Il y a aussi des petits morceaux de plastique avec deux crochets qui se mettent derrière le crâne, qui ont été faits par des internautes imaginatifs. Donc, Astucieux. ça existe, c'est en vente, et puis il y a moyen de mettre juste un bout de ficelle, une épingle à nourrice pour éviter d'avoir le cisaillement derrière les oreilles. Je crois que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le masque, globalement, il y a deux façons de se protéger, hein. Soit vous avez un FFP2, et dites-vous bien une chose, c'est que ça n'arrivera pas. Et là, parce que Les masques bec de canard. voilà, Voilà, donc on n'en aura jamais. ça protège vraiment bien, quoi que fasse le monde autour de vous. Et autrement, on est protégé que si tout le monde porte un masque. C'est-à-dire qu'il faut masque contre masque. Et là, je dirais que la qualité du masque est quand même nettement moins importante. Et donc, Alors du coup, tous ces masques artisanaux là qu'on voit fleurir sur Internet, c'est quand même mieux que rien du tout. ah bah, On c'est est d'accord. franchement mieux que rien si tout le monde en porte. Alors Voilà. du coup, ces patients qui n'ont pas de masque sous la main officiel, ils peuvent se faire des masques en coton, en matière naturelle et peut-être plutôt que des élastiques derrière l'oreille, penser à des liens qui s'attacheraient derrière les cheveux, derrière la tête pour ne pas abîmer, enfin pour ne pas favoriser l'eczéma derrière l'oreille, etc. Exactement. Je pense Exactement. qu'il y a des tutos aussi qui montrent pour faire les masques de façon réglementaire, disons. Oui, Donc, selon les normes de la voilà, FNOR, c'est ce il qu'on vaut voit. mieux s'orienter vers cela, effectivement. Après, moi, je vois que sur l'hôpital, les tissus de Charlieu ont fait des masques pour les secrétaires. Voilà, donc il y a plein Il y a plein de petites couturières hein, qui se sont Exactement. mobilisées dans chaque ville. Donc, en cherchant bien sur les réseaux sociaux et sur Internet, on peut trouver. On a Magali qui nous dit j'ai fait moi-même des masques en tissu et j'ai remplacé l'élastique par des lacets de chaussures. Ben Donc, voilà. voilà, c'est une Et, astuce comme une autre. chacun trouve sa solution, c'est bien. Voilà, mais en tout cas, on peut comprendre que ce port du masque inquiète, hein, parce que oui, effectivement, ça va macérer. Moi, ce que je me demandais, c'est quand on est, par exemple, sur son lieu de travail et qu'on est seul dans son bureau, on peut quitter le masque. Je suppose que quand on est à distance d'autres êtres humains, on peut quitter ce masque quelque temps ou, enfin, c'est des réponses qu'on n'a pas encore, je suppose, mais... Si, si, ben, on les a. Si, si, ce qu'il faut retenir, alors, on n'a pas la physique exacte, mais le virus, il ne tient pas tellement longtemps dans l'air.
sauf si vous avez une personne malade qui tousse pendant 2 jours. Et on a vu ça sur le paquebot, là. C'est sûr que si vous mettez une personne malade dans une pièce de 10 mètres carrés pendant une semaine, il va y avoir du virus en grande quantité. Et là, ça va rester dans l'air. Mais si les gens respectent à peu près les règles, c'est-à-dire que le principal règle, c'est que si vous êtes malade, vous restez chez vous. Donc normalement, on n'est pas censé croiser trop de gens qui toussent partout. Et donc c'est à moins de 2 mètres, le masque n'a pas tellement de raison d'être. Donc pour les déplacements, il va falloir mettre des masques. Après, quand vous êtes tout seul dans votre bureau, vous mettez le masque quand quelqu'un rentre. Exactement. Donc ça réduit quand même le temps où on porte un masque. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de fonctionner et de voir, voilà, est-ce que c'est utile et se poser la question, est-ce que c'est utile de le mettre ou pas? Et donc, en se posant cette question, on ne va pas le mettre toute la journée. Hein. Exactement. Alors bon, moi je pense aussi, moi j'ai un petit garçon de 8 ans qui n'a pas de dermatite atopique, donc avec lui le port du masque ça va être infernal, les gestes barrières aussi. Et j'imagine pour les petits atopiques, ça risque d'être très compliqué aussi, quoi. Est-ce qu'on peut donner quelques conseils aux mamans sur comment faire accepter ces gestes barrières aux enfants qui subissent déjà beaucoup de soins? Est-ce qu'on a quelque chose à dire à ces parents-là? Le problème des enfants, moi j'attends un peu voir comment va se passer la rentrée des classes. Parce que moi, je vois très bien une demi-classe avec les élèves espacés dans la classe, mais je vois beaucoup moins bien la sortie de classe dans les couloirs et puis la sortie d'école avec tous les parents. Mais bon, on verra bien. Hein, donc, j'ai pas. Puis pareil, faire porter un masque à un gamin de 7 ans toute la journée en classe, à la récré, sans qu'il se touche le nez, qu'il se frotte les yeux, me semble bien optimiste. Donc, j'attends de voir, on va dire. Oui, là pour le coup, on est un peu tous égaux face à cette Ouais, complètement. difficulté. Mais ouais, après, c'est pas forcément lié à la situation actuelle. Non. Alors, je regarde si on a d'autres choses à se dire. On peut peut-être résumer pour ceux qui rejoignent un peu tardivement ce live. Donc, moi, je suis une patiente. Jean-Marc, vous êtes dermatologue et Anne-Marie est infirmière en CHU. On était réunis aujourd'hui pour parler d'eczéma et de confinement et en particulier sur la thématique de l'eczéma des mains qui explose avec cette crise sanitaire. Et voilà un peu son incompatibilité avec les gestes barrières qu'on nous demande d'appliquer. Donc, on a pu voir que dans l'absolu, il faudrait favoriser l'utilisation de gel hydroalcoolique ou de solutions hydroalcooliques. Beaucoup de pharmacies en proposent, en fabriquent. Dans un premier temps, l'urgence, ça va être de traiter l'eczéma des mains. On n'arrête évidemment pas son traitement habituel si on a cet eczéma chronique. Et si on a une poussée due à la situation actuelle, on va traiter d'abord avec les dermocorticoïdes. On hydrate. Il y a cette technique du wet wrapping, donc envelopper les mains pour augmenter la pénétration des hydratants dans la peau, qui nous a été expliqué par Anne-Marie. On a parlé du dosage aussi de ces solutions hydroalcooliques. Le dosage suffisant, c'est le dosage qui permet de nettoyer l'intérieur de la paume de la main, l'espace entre les doigts, le dessus des mains, les poignets peut-être aussi, les pouces. Donc, tant que vous avez assez de produits pour couvrir toute cette surface-là, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. On a parlé de l'astuce du stick à lèvres pour aider à accélérer à la cicatrisation de certaines entailles ou fentes qu'il peut y avoir sur la peau. Il y a aussi la vaseline par rapport aux fissures, s'il y en a qui n'ont pas de stick. Alors la vaseline, pour moi, ça a été proposé longtemps comme une alternative intéressante parce que c'est pas un hydratant qui va entretenir l'inflammation, mais c'est gras et cette couche de gras va permettre de retrouver un peu d'élasticité sur la main. Mais c'était par rapport aux fissures. Et d'aider à cicatriser, quoi, ouais. Et après, on a parlé du port des gants. Alors les gants en latex ou en vinyle jetable, évidemment, si c'est pour 2-3 minutes, ça fonctionne. Si c'est pour plus longtemps,
la transpiration fait que ça complique vraiment la tâche. Donc pour ça, il faut favoriser d'abord l'utilisation de gants en coton et par-dessus un gant jetable mais plus grand. Mais là, c'est pareil, hein, on n'excède pas une utilisation de 3 heures. C'est ça, Jean-Marc, à peu près? En 3 heures, c'est 4 C'est paires déjà beaucoup. Non, au bout de 10 minutes, ils sont trempés et il faut les changer. Ah, oui. Donc, il faut toujours plusieurs paires de gants en coton. Ok. Et après, il existe des gants spéciaux hein, qui ne sont pas encore dévalisés au prix d'assaut, qui vont être intérieurs en coton, extérieurs en latex. Mais bon, il y a le port de ces gants, d'une manière générale, il ne faut pas l'étaler trop longtemps, sur un trop grand laps de temps, parce que ça génère de la transpiration et du coup, ça peut favoriser l'inflammation de la peau. Est-ce que j'ai bien tout résumé ce qu'on s'est dit? Je crois bien. Ouais, je crois. Alors, pour se laver les mains, on favorise de l'eau tiède. Quand on est chez nous, ben, on limite les lavages de mains parce qu'on est très peu en contact avec ben, le virus. Et quand on va à l'extérieur et qu'on revient chez nous, on se lave les mains, on va favoriser une eau tiède et l'utilisation soit d'un pain dermatologique, soit d'un sandette, soit d'une huile lavante adaptée à notre peau. Alors, on a une longue question. Alors, du coup, il y a une personne qui nous parle du régime alimentaire, etc. Donc, tout ça, ça sera abordé dans un live spécifique. Je crois, si je ne me trompe pas, Sophie, que ce sera celui du 4 mai ou du 5 mai. Je ne sais plus. C'est l'alimentation. C'est les modes de vie, c'est gérer le quotidien. Oui, c'est le dernier. C'est le dernier, donc ça sera le 5 mai. Donc, si vous avez des questions concernant le quotidien avec la dermatite atopique, la gestion du stress, le régime alimentaire, le sommeil, etc., on vous invite à nous rejoindre sur ce live-là, le 5 mai. Demain, on reparle des traitements. Oui, donc, demain, on parlera... Pas encore été traités sur ce sujet-là, vous aurez une chance d'avoir des réponses demain. On espère qu'on vous a apporté quand même un certain nombre de réponses aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à nos intervenants. Fanny, merci beaucoup d'avoir animé le débat. Avec plaisir. Anne-Marie, il y a eu quelques soucis techniques, mais c'est les aléas du direct. Et puis on se retrouve demain de toute façon avec Fanny et Anne-Marie pour le deuxième thème. Et nous aurons avec nous le docteur Magali Poupel-Boutas qui était connecté, qui nous a envoyé quelques questions d'ailleurs, pour le thème de demain. Donc, merci beaucoup. Soyez nombreux encore demain. On vous attend, même endroit, même heure. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, sachez peut-être, Sophie, peut-être tout ce qui a été dit sera résumé. Vous pouvez trouver des ressources, je sais, sur le site de la Fondation Eczéma. Et puis on essaiera de lister un peu les astuces qui ont été dites dans ce live pour que vous puissiez retrouver ça pour plus tard. Merci. Tout à fait, notamment la technique dont parlait Anne-Marie Tranier sur l'enveloppement. Oui. On vous mettra des choses sur le site de la Fondation, donc c'est fondationeczema.org. Vous trouverez des informations sur les sujets qui ont été discutés aujourd'hui et les futurs sujets également. Merci à tous et à demain. À demain. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.